Bienvenue dans la tête des tueurs. Je suis Quentin Bernard et ensemble, nous allons plonger dans les récits les plus sombres et captivants des crimes en série qui ont marqué l'histoire. Préparez-vous à explorer les méandres de l'esprit des tueurs, à découvrir leurs motivations cachées et à comprendre les enquêtes complexes qui ont mené à leur capture. Bienvenue dans la tête des tueurs. Dans la tête de Pierrot le Fou. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons explorer l'histoire d'un homme dont le nom fait frémir l'Est de la France et depuis plusieurs décennies. Pierre Bodin, plus connu sous le surnom de Pierrot le Fou. Ce tueur en série français est l'incarnation même du mal insaisissable, un prédateur qui a su échapper à la justice à plusieurs reprises avant d'être finalement rattrapé par ses propres démons. Comment un homme né dans une petite commune d'Alsace a-t-il pu devenir l'un des criminels les plus redoutés de notre pays ? Quelle est la véritable nature de ce fou qui a terrorisé des familles entières ? Dans cet épisode, nous allons retracer son parcours criminel, analyser ses crimes les plus odieux et tenter de comprendre ce qui a conduit Pierre Bodin à sombrer dans une telle barbarie. Ce voyage dans l'esprit de Pierrot le Fou sera aussi sombre que les actes qu'il a commis. Pierre Bodin naît le 30 décembre 1947 dans le village de Obernai en Alsace. Dès son plus jeune âge, il est marqué par un environnement familial difficile avec un père violent et une mère absente. Il est le 11e enfant d'une fratrie de 16. Très tôt, il montre des signes de troubles du comportement. À l'âge de 12 ans, il est déjà connu des services de police pour des petits délits. Bodin ne tarde pas à plonger dans une spirale de délinquance qui le conduira rapidement dans le monde carcéral. Après sa première peine de prison purgée en 1969, Pierre Bodin commence à marquer le début d'un parcours criminel glaçant, jalonné de délits violents et d'agressions. Son état se détériore rapidement. En 1976, les médecins déclarent sa santé mentale incompatible avec la détention. La description du responsable psychiatrique de l'époque, Michel Patry, est terrifiante. Il dépeint un homme figé se murant dans le mutisme. Un être qui s'enfonce dans une déchéance morbide, ingérant ses propres excréments, reclus dans un fauteuil roulant, et finalement classé invalide à 80%. Mais cette déchéance n'est-elle qu'un jeu macabre ? Libéré en 1980, Bodin ne perd pas de temps avant de retomber dans ses démons. En 1989, à nouveau derrière les barreaux, il manipule l'opinion en se faisant passer pour fou. Le psychiatre Henri Brunet est formel. Je cite, « À ce moment-là, tous les experts, moi y compris, pensaient que Bodin était fou. Mais les événements m'ont prouvé le contraire. » Fin de citation. Derrière l'apparence d'un homme brisé, une rage incontrôlable couvait. La façade était trop parfaite, trop bien calculée. En décembre 1992, la ruse se transforme en terreur. Abandonnant son fauteuil roulant, Bodin s'échappe par un vasistas ouvert de l'hôpital psychiatrique d'Erstein. Sa cavale, qui s'étale sur 3 jours, devient une traque sanguinaire. Il prend en otage 2 femmes, les séquestre et en viole une. Dévalise une banque, une armurerie, échappe à plusieurs barrages de gendarmerie, tire sur 2 policiers laissant l'un d'eux gravement blessé, et cette folie furieuse lui vaut un surnom macabre, Pierrot le Fou. Condamné en 1994 à 30 ans de réclusion, sa peine est réduite au fil des appels, jusqu'à une libération conditionnelle en 2004. À sa sortie, installé dans une caravane, on espère peut-être en silence qu'il se fasse oublier, mais Bodin est loin d'en avoir fini. Déjà en 84, après une énième libération, il avait ôté la vie d'un garçon de 14 ans à Saverne. À présent, le monstre reprend son œuvre d'une violence inouïe. Dès les premiers jours suivant sa libération, il disparaît sans laisser de traces, s'évaporant comme une ombre. Derrière lui, la terreur s'installe. Une vague de meurtres d'une brutalité extrême marque son passage. Un déferlement de crimes impitoyables qui ne laisse plus de doute. Pierre Bodin a définitivement basculé dans l'horreur. L'été 2004 marque le début d'une série de crimes qui vont choquer la France entière. Le 18 juin, Jeanne-Marie Kegelin, une jeune fille de 10 ans, disparaît alors qu'elle rentre chez elle à pied dans le village de Rhino, en Alsace. Quelques jours plus tard, son corps sans vie est retrouvé dans un étang. Il est dévêtu et atrocement mutilé au niveau du bas-ventre et des organes génitaux. Les experts estiment que les mutilations pourraient avoir été faites au couteau et avant
le meurtre de la pauvre petite victime. Quelques jours à peine après ce premier meurtre, c'est au tour d'Edwige Vallet, 38 ans, d'être enlevée à la sortie de son travail à Strasbourg. Son corps sera retrouvé dans une forêt des Vosges, également mutilé et de la même manière que Jeanne-Marie. Le 30 juin, Julie Charche, une adolescente de 14 ans, est enlevée à son tour alors qu'elle se rend à l'école. Son corps est retrouvé quelques jours plus tard, caché dans un ruisseau, portant les mêmes marques de violence extrême que les autres victimes. La panique s'empare de la région et la presse surnomme rapidement l'auteur de ces meurtres le monstre de l'Est. Les autorités mettent en place un dispositif de recherche massif, mobilisant des centaines de policiers, mais l'homme semble insaisissable. Le 3 juillet 2004, Pierre Bodin est finalement arrêté après une course-poursuite avec la police. Les indices trouvés sur les scènes de crime ainsi que son profil criminel conduisent rapidement les enquêteurs à le considérer comme le principal suspect. Bodin, qui nie farouchement les faits, est pourtant accablé par les preuves. ADN, témoignages et une correspondance terrifiante entre les mutilations infligées aux victimes et les fantasmes morbides qu'il avait exprimés en prison. Les meurtres de 2004 révèlent la véritable nature de Bodin. Un tueur en série sadique, animé par des pulsions meurtrières qu'il n'a jamais cherché à contrôler. Ses victimes, choisies au hasard, ont payé de leur vie les démons qui hantaient cet homme depuis des décennies. Mais qui est vraiment Pierre Bodin ? Comment un homme peut-il commettre des actes d'une telle cruauté et surtout pourquoi ? Les experts en psychologie qui ont examiné Bodin sont unanimes. Cet homme souffre de graves troubles de la personnalité. Bodin présente un profil de psychopathe classique caractérisé par une absence totale de remords, une incapacité à ressentir de l'empathie et une tendance à manipuler et exploiter les autres pour son propre plaisir. Ces années passées en prison n'ont fait qu'exacerber ses tendances violentes. Privé de liberté, il a nourri ses fantasmes les plus sombres, rêvant de pouvoir les réaliser une fois libéré. Bodin n'est pas un tueur impulsif. Ses crimes montrent une certaine préméditation, une volonté délibérée de torturer et de tuer ses victimes pour satisfaire ses pulsions. Certains experts ont également souligné l'influence de son enfance chaotique et de son parcours carcéral sur son développement psychologique. La violence qu'il a subie et infligée tout au long de sa vie a façonné un individu profondément déviant, incapable de s'adapter aux normes sociales ou de contrôler ses pulsions destructrices. Et ce qui rend Bodin particulièrement terrifiant, c'est sa capacité à dissimuler sa vraie nature. En apparence, il pouvait passer pour un homme ordinaire, voire sympathique, mais derrière ce masque se cachait un prédateur redoutable. Ce double visage a longtemps trompé son entourage et les autorités, lui permettant de continuer ses crimes en toute impunité. Après son arrestation en juillet 2004, Pierre Bodin est placé en détention provisoire. Son procès, qui s'ouvre en novembre 2006 à Colmar, attire une attention médiatique considérable. Pendant des semaines, la Cour tente de comprendre l'étendue des horreurs commises par Bodin, tandis que les familles des victimes cherchent désespérément à obtenir justice. Bodin, fidèle à lui-même, nie en bloc toutes les accusations portées contre lui. Il prétend être victime d'un complot, soutenant que les preuves ont été fabriquées pour l'incriminer. Mais les éléments à charge sont accablants. L'ADN retrouvé sur les corps des victimes correspond au sien. Les témoignages le placent sur les lieux du crime et les analyses psychologiques confirment son profil de tueur en série. Malgré ses tentatives de manipulation, le verdict tombe le 4 décembre 2006. Pierre Bodin est reconnu coupable des meurtres de Jeanne-Marie Kegelin, Edwige Vallet et Julie Charche, ainsi que de plusieurs autres agressions sexuelles. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 30 ans, la peine la plus lourde prévue par le droit français. Le procès de Bodin marque une étape importante dans l'histoire criminelle française. Non seulement il révèle les failles du système judiciaire qui avait permis à un homme aussi dangereux d'être libéré, mais il met aussi en lumière la manière dont des individus comme Bodin peuvent échapper à la justice pendant des années, laissant derrière eux une traînée de souffrance et de mort. Pierre Bodin, surnommé Pierrot le Fou, a toujours nié sa responsabilité dans les meurtres pour lesquels il a été condamné. Il n'a jamais avoué les crimes, ce qui signifie qu'il n'a pas fourni de détails précis sur son mode opératoire ou sur la manière dont les meurtres ont été commis. Et cela a rendu le travail des enquêteurs d'autant plus difficile et a contribué à l'atmosphère de mystère et d'horreur qui entoure son nom.
Baudin semblait choisir ses victimes au hasard, mais il ciblait principalement des personnes vulnérables, comme des enfants ou des femmes seules. Les victimes des meurtres de 2004, Jeanne-Marie Quégelin, 10 ans, Julie Charge, 14 ans, et Edwige Vallet, 38 ans, étaient toutes des cibles faciles, choisies dans des contextes où elles étaient isolées et sans protection immédiate. Et dans chaque cas, les victimes ont été enlevées dans des lieux publics ou à proximité de leur domicile. Baudin agissait rapidement, profitant de l'occasion pour attaquer ses victimes lorsqu'elles étaient seules. Les corps des victimes retrouvées portaient des marques de violence extrême, ce qui suggère que Baudin prenait un plaisir sadique à infliger des souffrances à ses victimes. Les autopsies ont révélé que les victimes avaient été violées, torturées et mutilées avant d'être tuées. Après les meurtres, Baudin tentait de dissimuler les corps de ses victimes dans des endroits isolés comme des étangs, des rivières ou des forêts. Et cela indique une certaine préméditation dans ses actes, cherchant à prolonger le temps avant que les corps ne soient découverts et que la police ne puisse le relier au crime. Pierre Baudin, alias Pierrot le Fou, restera à jamais dans les mémoires comme l'un des criminels les plus redoutés de France. Son nom est synonyme de terreur, de violence inouïe et de l'incapacité des institutions à protéger les plus vulnérables. Mais au-delà des horreurs qu'il a commises, l'histoire de Baudin est aussi un avertissement. Elle nous rappelle que le mal peut se cacher derrière des visages apparemment banals et que même les systèmes les plus robustes peuvent être défaillants. Les crimes de Baudin ont mis en lumière la nécessité de renforcer la surveillance des criminels dangereux et de réformer un système judiciaire qui, à l'époque, permettait encore à des prédateurs comme lui de retourner dans la société sans surveillance adéquate. Aujourd'hui, Pierre Baudin est enfermé pour le restant de ses jours, mais les cicatrices qu'il a laissées dans la région de l'Est de la France ne s'effaceront jamais. Ces crimes ont marqué une génération, rappelant à tous que le mal véritable existe et qu'il peut frapper à tout moment et n'importe où. J'espère que cette plongée dans l'esprit de Pierre Baudin vous aura permis de mieux comprendre l'horreur qu'il a semée et les failles qu'il a exploitées. Et n'oubliez jamais que, derrière chaque histoire criminelle, il y a des victimes, des familles détruites et une société qui doit se relever de ses propres erreurs. Restez vigilants et surtout, gardez l'œil ouvert, car parfois, le danger se cache là où l'on s'y attend le moins. Le 22 mars 2019, l'avocat de Baudin transmet une requête pour réexaminer son procès à la commission d'instruction de la Cour de révision. Le 10 octobre 2019, la commission jugera cette requête irrecevable. Nous venons de traverser ensemble les abîmes les plus sombres de l'esprit humain, explorant des mystères que beaucoup préfèrent laisser enfouis. Maintenant, alors que nous émergeons de ces ténèbres, je vous invite à prendre de profondes respirations et à retrouver un semblant de sérénité. Je suis Quentin Bernard, merci de m'avoir accompagné dans cette descente vertigineuse. Ce podcast est entièrement écrit et réalisé par moi-même, avec le soutien précieux de Jonathan Dyer. Merci à tous pour votre fidélité, à très bientôt pour une nouvelle plongée profonde et troublante dans la tête des tueurs.